donc d'un plan d'opération interne. Consiste, quels sont les aspects réglementaires par rapport à- au POI et quel est le schéma d'alerte. Et enfin, on va voir également l'organisation de ces cours, comment est-ce que ça se fait de façon pratique. Notre exercice, lors d'une action à effectuer après le déclenchement de l'alarme, est-ce que vous pouvez nous aider très rapidement? Quelqu'un peut nous aider? Quelle est la première action après que vous pouvez aussi tâcher dans la partie messagerie pour qu'on sache lors d'une évacuation en cas d'urgence, quelle est la première étape ou du moins la première action à effectuer après le déclenchement de l'alarme, selon vous? On a trois possibilités de réponse. Est-ce que quelqu'un peut nous aider très rapidement? Non? OK. Donc, il fallait simplement répondre, se rendre au point de rassemblement désigné, mais le plus proche. Donc, lors d'une évacuation en cas d'urgence, la première action, c'est déjà après le déclenchement de l'alarme, c'est de se rendre au point de rassemblement le plus proche. À moins que on soit membre donc de l'équipe ou de la cellule d'urgence ou du moins de la cellule de crise. Et en ce moment-là, ça veut dire que tu devras appliquer maintenant tes rôles et responsabilités, les actions qui t'incombent. Donc, toujours dans le cadre du plan d'urgence interne, on dit quelle est l'une des responsabilités principales du chef de projet ou du directeur de projet en cas d'urgence. On a dit surveiller le retrait de tout permis de travail sur le site, fournir des ressources adéquates en termes de personnel, de temps, de financement pour l'intervention d'urgence, effectuer directement les interventions d'urgence sur le terrain, superviser les équipes de sauvetage dans les espaces confinés. Qui peut nous aider? Nobody. Donc, en général, dans le cadre des plans d'urgence internes, le directeur de secours ou même le premier responsable donc, de secours, c'est le directeur de projet. Et en tant que tel, il doit fournir des ressources adéquates en termes de personnel, en termes de temps et de financement pour l'intervention d'urgence. On dit, en cas d'intervention d'urgence incendie, quelle est la première action à prendre selon la procédure générale de gestion des incendies? On a évacué immédiatement tout le personnel. On a essayé d'éteindre l'incendie soi-même avant d'avertir les autorités, activer l'alarme le plus proche et informer l'équipe HSE, isoler les zones affectées avant de contacter les services d'urgence. Quelqu'un peut nous aider? La première action, OK, déclencher l'alarme. Très bien.
Donc, activer l'alarme la plus proche et informer les équipes. C'est super, Monsieur Fay. Le comptage donc, du personnel, parce qu'une fois que on est au point de rassemblement, il faut bien s'assurer que tout le monde est présent. Et pour ça, qui est donc responsable du comptage du personnel lors d'une évacuation d'urgence sur un chantier? Est-ce qu'il s'agit du directeur de projet? Est-ce qu'il s'agit des superviseurs de chaque équipe? Est-ce qu'il s'agit du coordinateur d'urgence? Est-ce qu'il s'agit de l'ensemble donc du personnel de sécurité? Selon vous, qui est-ce qui est chargé de cela? Très bien. Donc, ce sont les superviseurs de chaque équipe. Donc, chaque responsable, chef chantier ou conducteur de travaux devra s'assurer que l'ensemble de ces équipes sont présentes et au complet. Et sinon, il y a des actions qui sont entreprises afin de pouvoir les rechercher et les retrouver. Très bien. Donc, nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet qui est le POI. Donc, on va voir l'origine et la réglementation en la matière. Ensuite, on verra le schéma type d'alerte, mais et aussi le contenu du POI, en quoi ça consiste. Et enfin, on va terminer par le rôle et responsabilité des membres de la cellule de crise. Parce qu'il faut dire que lorsque il y a une urgence, c'est la cellule de crise qui va interagir. Donc, on verra donc ensemble quels sont éventuellement les rôles et responsabilités de chaque membre de la cellule de crise. Qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils doivent faire? OK, donc en termes d'origine, on verra donc l'origine dans un premier temps et la réglementation en la matière dans un deuxième temps. Donc, il y a l'arrêté interministériel. L'arrêté interministériel dont on peut voir le numéro ici, je n'ai pas le temps de lire. Donc, relatif à l'organisation des secours en cas de sinistre dans les installations des hydrocarbures et de la chimie. Donc, établissement du POI. Il est établi en général, ou même presque toujours. Donc ça, je suis en train de citer l'article dans l'arrêté interministériel comme ça. OK? Il est établi par le chef d'établissement qui en est entièrement responsable et est soumis au pouvoir. Rien ne s'affiche. Ah bon? C'est bizarre. Est-ce que c'est bon? Est-ce que quelque chose s'affiche maintenant? Oui, vous ne voyez rien. Est-ce que vous voyez l'écran ou pas? S'il vous plaît. Ok, ça va maintenant. Ok, très bien. Ça marche. Ok. Donc, je disais que d'après l'arrêté ministériel donc, du 13 mai 1994, relative à l'organisation des secours en cas donc, de sinistre technologique donc, dans les installations des hydrocarbures et même donc, de la chimie, le chef d'établissement, qui est en général le directeur général, d'accord, est entièrement responsable de l'établissement donc du POI et le POI doit être soumis au pouvoir public compétent pour commentaires et approbation. Parce qu'ils sont aussi des acteurs dans la réalisation du POI ou même dans la mise en œuvre du POI. Donc, vous avez l'ONPC, donc Office national de protection civile. Donc, vous avez également la GSPM, groupement sapeurs-pompiers militaires.
Donc, vous avez également la sous-direction des installations classées pour la protection de l'environnement. D'accord? Ça, c'est aussi Apple. Donc, c'est un détachement, donc, notamment du ministère de l'Environnement. Donc, pour des commentaires et approbations, vous voyez un peu l'ampleur. Pourtant, un PEI, donc un plan d'urgence interne, la validation, c'est au niveau de la direction, donc de l'entreprise. Et peut-être, dans le cas d'un projet, même pas peut-être, le maître d'ouvrage, donc le client et le maître d'œuvre, simplement. Mais dans le cas d'un POI, ça va aller au-delà de, des considérations de l'entreprise et, et ça doit être soumis une fois que c'est établi. Donc, la responsabilité de l'établi, c'est du chef de l'établissement, donc le directeur général. Et une fois que c'est établi, alors ça doit être soumis pour commentaire et approbation au pouvoir public compétent, notamment la ONPC, le groupement sapeurs-pompiers militaires et la sous-direction des installations classées. Donc, l'obligation d'établir donc, un POI et de satisfaire aux exigences de sécurité qui en découlent donc, sera prévue dans les arrêtés d'autorisation pris au titre donc, des installations classées pour les établissements concernés. Donc, les dispositions que l'on doit prendre, on doit se référer maintenant à l'arrêté d'autorisation. Parce que comme je vous ai dit, en général, lorsque vous avez une installation, enfin, en tout cas, toutes les installations sont des installations classées. À partir du moment où ça pourrait avoir un impact sur la santé de la population et la sécurité de la population. D'accord? Mais seulement en fonction de l'ampleur, donc du niveau d'impact, les installations classées vont être classées en deux catégories. Et les installations qui seront classées comme autorisation, donc qui seront à autorisation, c'est le cas notamment donc, des installations des hydrocarbures, de la chimie et j'en passe. Et également, il y a les installations qui seront classées simplement par déclaration. C'est-à-dire que pour exécuter ces travaux-là, ce sont les petites centrales, comme les centrales à béton, les centrales à enrobées, les petites centrales comme ça. D'accord? Donc, les petites, comment on appelle ça? Installations qui sont nécessaires, notamment dans la réalisation d'un ouvrage, d'un projet ou quelque chose comme ça. OK? Donc, en général, ces installations-là vont être soumises à déclaration seulement. Tandis que les installations qui seront soumises à autorisation, il y aura les dispositions concrètes qu'on va demander à l'établissement, donc à l'entreprise, d'accord, de respecter. Ça, on appelle ça l'arrêté d'autorisation. Et toutes les installations que vous connaissez aujourd'hui, que ce soit Petrosi, que ce soit Gestosi, que ce soit quelle autre entreprise également, que ce soit toutes les sociétés aujourd'hui qui stockent ou même qui acheminent donc, des produits pétroliers, sont des entreprises qui sont soumises à autorisation. Donc, il y a un arrêté d'autorisation au titre des installations classées qui leur sont délivrées. Et ils devront par conséquent se conformer à cela. Ensuite, donc, l'objectif d'un POI, c'est quoi? C'est de définir à partir d'une étude de danger potentiel, donc présentée par les installations, les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention, les moyens nécessaires que l'exploitant, donc l'entreprise, devra mettre en œuvre en cas d'accident pour protéger le personnel, le matériel, les populations et l'environnement. Donc, les dispositions à prendre visent notamment à placer les installations dans un état de sûreté le moins dégradé possible, à limiter les conséquences de l'accident et assurer les pertes des services donc, de secours, à assurer la lettre pardon, donc des services de secours publics et l'information des autorités
responsable, notamment le préfet, doit pouvoir intervenir donc, dans le cas de la réalisation d'un POI. Très bien. Donc ça, tout ce qui est origine et définition. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc, on va voir notamment quelques réglementations à la matière. Déjà, le POI, donc plan d'urgence, c'est un plan d'urgence qui est réglementaire, donc qui est demandé notamment par l'État, le plus souvent en fonction du type d'installation classée que vous avez, et décrit les règles d'organisation, les moyens à mettre en place et les moyens disponibles donc, sur le site industriel afin de minimiser les conséquences d'un sinistre potentiellement majeur pour les personnes, l'environnement et les biens. Donc, réglementation principale, comme je disais tantôt, il s'agit donc de l'instruction interministérielle relative à l'organisation donc, de secours en cas de sinistre technologique. Donc, on a haute réglementation, notamment le code de l'environnement. Donc, toute personne a le droit fondamental de vivre donc, dans un environnement sain et équilibré. Donc, il a aussi le devoir de contribuer individuellement ou collectivement à la sauvegarde donc, du patrimoine. Donc, le chef d'entreprise, quant à lui également, doit pouvoir, à travers notamment cette déclaration aussi, doit pouvoir prendre toutes les dispositions pour que l'ensemble des personnes qui vivent dans l'environnement immédiat ou lointain de son installation euh, vivent dans de meilleures conditions. Ensuite, vous avez aussi le coût de travail également, qui, dans l'article 41 par exemple, donc pour protéger la vie et la santé des salariés, l'employeur est tenu donc de prendre toutes les mesures utiles, donc qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Donc, aussi, l'employeur est tenu d'organiser une formation en matière d'hygiène et de sécurité au bénéfice des salariés nouvellement embauchés, et j'en passe. Vous avez également l'employeur ou son représentant doit organiser le contrôle permanent donc des règles d'hygiène et sécurité. Les salariés, de leur côté, doivent respecter les consignes et autres. Donc, tout ça vient justement pour compléter l'instruction interministérielle. Donc, en quoi consiste notamment le contenu donc, du POI, notamment le schéma d'alerte? On va voir. Le schéma d'alerte va consister dans un premier temps à évaluer les risques potentiels, à faire l'inventaire donc, des moyens d'intervention, à valider donc, notamment les listes, parce qu'une fois qu'on identifie les moyens d'intervention, on va les valider pour s'assurer que ces moyens sont bel et bien à même de gérer potentiellement les sinistres qui ont été identifiés ou les urgences prévisibles qui ont été identifiées. Si on s'en rend compte que ça ne peut pas les gérer, alors on va identifier s'il y a des actions qui sont nécessaires, ou du moins s'il y a des équipements supplémentaires qui sont nécessaires. Et enfin, l'organisation de secours. Donc, en quoi ça va consister l'évaluation, notamment des risques potentiels? Ça va consister, dans un premier temps, à identifier les données de probabilité des événements redoutés, donc des urgences possibles, à faire aussi une étude de danger, évidemment, donc à identifier donc, les seuils de gravité et les effets donc, de chaque urgence, et aussi à identifier les risques qui sont générés par l'environnement des installations. Ouais, l'inventaire, évidemment, ce sont les données de sécurité éventuellement qui existent et les installations et les activités. Donc, tout ceci va nous permettre justement de faire un inventaire pour voir l'adéquation justement des moyens qui sont disponibles par rapport à l'activité et les risques, notamment qui existent dans chaque installation. Et enfin, il y a l'organisation de secours. Et après cela, il y a des exercices et des entraînements préalables pour s'assurer que l'organisation de secours, ça marche et que les moyens d'intervention sont à même de gérer le problème. Si
par ailleurs, le problème se posait. Grosso modo, voilà ce qu'on va trouver donc, dans un POI. Donc, comment est-ce qu'on donne l'alerte? Quels sont les résultats de l'évaluation donc, du risque qu'on a fait, notamment à travers l'étude d'enjeu? Quels sont les moyens dont on a recensé et quelles sont leurs adéquations? Est-ce que les moyens qu'on a recensés sont adéquats ou adaptés justement à l'ensemble des urgences dont on a identifié? Ensuite, il y a comment les secours seront organisés de façon proprement dite. Et aussi, il y a l'information relative au POI. Donc, voilà plus ou moins le contenu type donc, d'un POI. Donc, on va voir la partie alerte. Évidemment, alerte, ça veut dire que s'il y a un événement qui peut être un incident par exemple. OK? On a un témoin de l'autre côté, notamment qui identifie, un témoin va identifier l'accident, va prendre les premières mesures et en même temps prévenir. Normalement, il va prévenir qui? Il va prévenir le poste de contrôle, dont on va voir les rôles et attributs. D'accord? C'est pareil également lorsque on a une détection d'incendie, c'est pareil. Donc, on va informer euh, directement aussi le poste de contrôle pour prendre les dispositions nécessaires. Et après, il y a les jours. Bon, après, ça dépend. Donc, selon que vous êtes de jour ou de nuit, il faut prendre les dispositions dans tous les deux cas. D'accord? Donc, l'alarme, une fois que le poste de contrôle est informé, l'alarme est déclenchée, on informe les différentes équipes d'intervention et équipes d'évacuation, qui ont des rôles assez cruciaux. Ensuite, le directeur général maintenant va prendre donc des dispositions, notamment, il va prendre des dispositions, notamment donc il va appeler, donc après on va voir qui est-ce qu'il va appeler. Donc, il y a le responsable HSE qui sera en interaction avec le directeur général, il y a le responsable, et le responsable des sites, le chef d'atelier, le chef de laboratoire notamment, d'accord? Pour communiquer, pour voir un peu l'avancement de vous destiner, ça se tourne à quel niveau et tout. Ensuite, on a donc les services extérieurs également, dont on va voir à quel moment on va les appeler en fonction donc, du niveau du sinistre. Et ce jugement là-bas se fait à partir entre ceux-là. Les communications qui vont exister entre la direction générale, le responsable HSE, le responsable des sites, le responsable d'atelier et j'en passe. Et ça dépend donc de l'organisation de votre site, hein. Voilà. Donc, il peut arriver qu'il y ait directeur d'usine, directeur d'exploitation, directeur de ceci, ça dépend. Donc, ça, c'est juste un exemple type. Mais vous devez avoir un schéma d'alerte ou plusieurs schémas d'alerte. C'est-à-dire qu'en fonction de chaque cas d'urgence, vous devez avoir des schémas d'alerte. Ensuite, donc, pour l'extérieur, commentaire donc du schéma d'alerte. Donc, c'est indiquer comment la perception du sinistre se fait et se transmet à la hiérarchie avant ou simultanément à l'appel des secours internes, puis externes. Donc, préciser des mots donc, de sirène si elle existe. Donc, on a alarme incendie, par exemple. Ça dépend. Il y a des entreprises où, en fonction de... On peut avoir le même type d'alarme, mais on va identifier en fonction de tel type, on va peut-être sonner une fois. En fonction de tel type de sinistre, on va faire deux fois ou trois fois, ça dépend. Mais tout ça, c'est... Mais le plus souvent aussi, on a différents types d'alarmes. On sait que si on alarme tel type donc, de sirène, automatiquement, ça veut dire qu'il y a incendie. Si c'est tel autre, ça veut dire qu'il y a un dégagement toxique ou quelque chose comme ça. Mais ça dépend. Tout dépend de l'entreprise. Mais il est inévitable donc d'identifier. Donc, s'il y a l'alarme incendie, s'il y en a, l'alarme donc pour tout ce qui est action toxique,
par exemple, alarme toxique, alarme donc pour première intervention, alarme donc pour alerte pour l'évacuation. Donc, tout ça là, on doit avoir des signaux qui définissent clairement tout ça. Donc, l'ensemble donc de personnel devra être formé à cet effet. Donc, ça aussi, c'est votre rôle en tant que spécialiste HSE. Vous devez veiller à cela. Évidemment, c'est de la responsabilité ultime donc, du directeur général. Cependant, comme on le sait, le directeur se fait toujours accompagner dans sa tâche par le responsable HSE. On est d'accord. Et donc, à l'aide des services publics, comment ça se fait? Donc, les pompiers, les SAMU, la police, la gendarmerie et j'en passe. Comment ça se fait? Quand vous prenez le téléphone, le message à transmettre, euh, message à transmettre, par exemple, c'est, on va voir, donc il y a le message à transmettre, à quelle heure vous devez mettre. Ensuite, quel est le message? Ici, la société, donc vous allez définir la société, notamment, par exemple, ABS. Adresse, vous allez donner, la nature du sinistre, vous allez donner, le nombre de blessés, vous allez donner, comment on fait pour accéder à l'installation, vous allez donner. Donc, si ce n'est pas la route, ce n'est pas ceci, ce n'est pas telle voie, vous allez donner. Ensuite, où est-ce il doit se présenter? Par exemple, vous devez pouvoir lui identifier ça. On appelle ça aussi soit point de présentation ou point d'accueil, ou poste d'accueil, ça dépend. On appelle ça comme ça, donc vous pouvez l'identifier. Ensuite, donc les mesures que vous avez déjà prises ou les mesures qui sont en cours à l'intérieur de l'établissement et à l'extérieur. Donc, si vous avez déjà mené certaines mesures, par exemple, vous pouvez l'identifier. Et s'il y a des mesures hautes à l'extérieur que vous avez déjà entreprises, vous devez aussi pouvoir identifier. D'accord? Tout ça, c'est dans le message type, hein, dans le message d'alerte que vous donnez au service de secours. Et faire répéter le message par votre correspondant. D'accord? Donc, il faut s'assurer que le correspondant a bel et bien compris ce que vous dites. Ensuite, ne pas rapprocher le téléphone avant les pompiers et éventuellement ou tout autre service hein, de secours, hein, pas que les pompiers seulement. Donc, il pourrait demander donc des informations complémentaires. Sauf si votre crédit est fini. Sinon, vous devez maintenir la ligne dans la mesure possible et s'assurer que tous les éléments ont été pris en compte. D'accord? Détail des mesures prises ou en cours. Donc, exemple, par exemple, ça peut être mise en garde immédiate donc, des populations. Donc, ça, ce sont des exemples. Hein. Ça peut être interruption de la circulation. C'est ce que vous avez fait. Évacuation donc, des tiers du site. Donc, tout ce que vous avez fait, vous devez pouvoir définir et communiquer ça au service de secours dans votre message d'alerte. D'accord? Et le directeur de secours, quant à lui, va aussi alerter l'ensemble donc, des acteurs qui sont impliqués. D'accord? En quoi faisant? Donc, il va donner la nature du sinistre, il va éventuellement donner les mesures prises en cours à l'extérieur, à quelle heure et où il va identifier. OK? Donc, le plus souvent, donc ça, c'est un exemple donc, de site industriel, par exemple, au niveau de PK vers la sortie d'Abidjan, par exemple. Vous avez, donc, en zone industrielle de Pougon, on ne peut pas établir donc, des POI sans la mairie. Donc, sans même le district autonome, sans l'ensemble donc, du voisinage, il faut pouvoir identifier le voisinage. Comme je vous disais la dernière fois, votre voisinage peut contribuer aussi à réagir le plus rapidement possible. Parce que si jamais ils ont des unités ou du moins des dispositions déjà préétablies chez eux, ils peuvent mettre à disposition en attendant que les services de secours également externes arrivent. Donc, il y a ONPC, il y a la sous-direction, donc il y a le service des installations classées. Il y a aussi le ministère de l'Intérieur. Donc, tout cela contribue notamment à la réalisation, donc à la mise en œuvre donc, du POI à une certaine échelle. Donc, en gros, en quoi consiste en fait l'évaluation des risques? Ou du moins, l'identification donc, des urgences possibles. Comme je vous ai dit hier, disons les sessions précédentes, il s'agit donc, dans un premier temps, de faire un zonage
On va zoner, ça veut dire il faut identifier ou bien diviser votre site en plusieurs sections, en plusieurs secteurs. Et en fonction de chaque secteur, vous allez pouvoir identifier les risques potentiels. Ouais. Donc, ici, par exemple, secteur, jusqu'à 4 secteurs à identifier. Par exemple, secteur 1, secteur 2, secteur 2, secteur 3, secteur 4. D'accord? Donc, pour chaque secteur maintenant, il faut pouvoir identifier quelles sont les différentes activités ou potentiellement ou installations. Vous allez pouvoir identifier cela. Donc, par exemple, zone 1, voilà les activités qui se déroulent. Zone 2, voilà les activités. Zone 3, voilà les activités. Zone 4, voilà les activités. Donc, ça, c'est un exemple de zonage. D'accord? Et vous allez identifier également les différentes sources potentielles donc, de danger et en même temps les produits éventuels qui existent. Les produits ou équipements ou matériaux, peu importe, vous allez pouvoir les identifier. C'est quoi la nature? Donc, dans un bureau, on sait qu'il peut y avoir du feu, court-circuit et j'en passe. Donc, quelles sont les quantités, notamment, donc tout ce qui est quantifiable, vous allez les mettre, que ce soit en termes de personnes ou en termes de personnes ou en termes d'équipement. Pourquoi? Parce que ça permet donc d'évaluer l'ampleur du dégât éventuellement si ça arrive. D'accord? Est-ce qu'il y a potentiellement donc des rétentions, oui ou non? Est-ce qu'il y a une zone qui est impliquée? On dit oui, c'est la zone elle-même. C'est seulement la zone en ce qui concerne s'il y a un événement qui se produit ici, c'est la zone elle-même. Donc tout ça, c'est préalablement identifié donc, dans votre étude. Donc ça, c'est juste un récap. D'accord? Donc quelles sont les installations qui sont interconnectées pour pouvoir identifier? Parce que l'enchaînement des événements, c'est simplement dû au fait, l'enchaînement des événements est simplement dû au fait que il y a des interconnexions entre vos installations. Et quand il y a les interconnexions entre vos installations, alors c'est en ce moment où on peut avoir des enchaînements des événements. OK? Par exemple, autre source de danger, quel type d'équipement existe à cet endroit? Quelle est la nature donc, des événements? Et aussi, bon, en fonction notamment des visites. Donc, tout ce qui est quantifiable, vous allez quantifier, implication. Maintenant, prenons par exemple ici qui fait impliquer plusieurs autres zones. Par exemple, la télémécanique, donc l'ensemble, donc, la télémécanique, c'est source de danger également, donc, au travers donc, des installations qui sont là. Donc, on a feu, court-circuit, explosion éventuellement. Quelles sont les quantités, donc les pertes, qu'elles soient en termes de tout. Ça nous permet donc de définir l'importance, comme je vous ai dit. Donc, nombre de personnes, nombre d'équipements, ainsi de suite, ainsi de suite. OK? Quelles sont les implications possibles? Vous allez pouvoir les définir en fonction donc de l'existant, de ce qui est donc de la tuyauterie existante dans tout ce qui est réseau. Et on l'a vu, d'accord? Il faut pouvoir identifier les réseaux. Et à travers les réseaux, on peut avoir des enchaînements d'événements, d'accord? Donc, une fois que vous avez un truc comme ça, vous avez des résultats, vous devez pouvoir établir justement ce bilan-là. Donc, les différentes sources, vous les avez identifiées. La nature, vous avez résumé hein, quelle est la nature, les causes éventuellement. Bon, en général, les causes sont plus ou moins les mêmes. Donc, malveillance, imprudence, négligence, de consignes de sécurité, et j'en passe. Quelles sont les zones impliquées? Vous devez pouvoir décrire également pourquoi est-ce que telle zone peut être impliquée par telle autre zone. Et puis aussi, les actions immédiates possibles. Ensuite, on prend aussi chaque zone. Donc, la première étape, c'est d'identifier notamment les urgences possibles ou les risques possibles, entre guillemets. Ensuite, vous allez identifier également les moyens de lutte qui existent dans cette zone. Donc, on peut voir par exemple, il y a les moyens qui sont nécessaires et il y a les moyens qui existent. Les moyens qui sont nécessaires vont être établis en fonction notamment
des règles qui existent en la matière. Les extincteurs, par exemple, vont, vont être installés en fonction des règles de pose donc des extincteurs. À cet effet, donc vous devez pouvoir déterminer ce qui est nécessaire et ce qui est existant pour voir, pour évaluer potentiellement et voir si on ajoute aussi ou pas. OK. Ensuite, donc vous allez définir notamment les, à tous les niveaux, hein. Donc on a les moyens de première intervention. En général, ce sont des instincteurs, des petits instincteurs et autres. Donc de 1 kg jusqu'à peut-être 9 kg. Mais au-delà de cela, on va passer notamment au deuxième niveau d'intervention. Au deuxième niveau d'intervention, donc, on a aussi des extincteurs à partir de RO, donc sur RO, à partir de 50 kg, et j'en passe. Donc, les robinets incendie armés également. Donc, tout ça, donc ça, c'est les moyens donc, d'intervention enfin, de deuxième intervention. Donc, ce sont les équipements de deuxième intervention. Ici, c'est équipement de première intervention. Et après aussi, il y a d'autres moyens qui sont les dispositifs de détection et d'extinction. Vous devez pouvoir les identifier. Il y en a, s'il y en a ou pas. Ensuite, les dispositifs d'alerte et d'alarme. Vous devez pouvoir également les identifier s'il en existe et combien. Donc, les moyens sanitaires, notamment les trousses, ambulances et consorts, vous devez pouvoir aussi les identifier. Et identifier si oui ou non il y a nécessité d'en avoir plus ou pas. Donc, ça, c'est un exemple de zonage. OK? Donc, vous avez le zonage, ça vous permet donc notamment de faire votre étude, donc notamment de danger ou des risques. Vous avez les risques, vous allez identifier les risques. Après, vous allez pouvoir aussi identifier les zones qui pourraient être impliquées. Donc, ça, c'est juste un exemple que j'ai pris. Mais donc, en fonction de l'ensemble des zones que vous avez identifiées, vous devez faire le même exercice pour tout. Voilà. Donc, une fois que on connaît les risques potentiels ou les urgences potentielles et que on connaît également les moyens existants chez nous, alors on va identifier la maîtrise complémentaire. Donc, les moyens de maîtrise. Donc, qu'est-ce qu'une mesure de maîtrise? Donc, une mesure de maîtrise du risque ou encore barrière de sécurité, en guillemets, ce pas les barrières qui traitent sur ce chantier-là. C'est un ensemble d'éléments qui assurent la réalisation d'une ou plusieurs fonctions de sécurité. On les appelle en général donc, les MMR. Donc, c'est mesure de maîtrise du risque. Donc, les éléments qui composent une barrière de sécurité sont parfois désignés comme étant des éléments importants pour la sécurité, donc les EUPS. Donc, ça passe par la détection notamment du signal, par leur interprétation et l'action qu'on doit mener. Donc, c'est ainsi qu'on va trouver, pardon, des mesures donc, de prévention et de détection qui ont la fonction de permettre donc de réduire la probabilité d'apparition et de détection d'un événement indésirable. Donc, dans les MMR, on va trouver les mesures de prévention. Une mesure de prévention, c'est toute action qui vise à éviter ou à réduire la probabilité qu'un événement non souhaité arrive ou se produise. Tandis que les moyens de protection ou les mesures de protection vont être l'ensemble des actions, de moyens ou de dispositifs qu'on met en place afin de réduire l'intensité du dommage ou du moins l'intensité de conséquences. Ça ne permet pas d'éviter, mais ça permet de réduire. C'est comme quand on fait par exemple une intervention suite à un feu, par exemple,
où il y a un départ de feu, ça, c'est pas de la prévention. Ça ne peut pas être des mesures préventives. C'est juste des moyens de protection. C'est ça pour option, enfin, pour objectif simplement de réduire l'impact seulement. Très bien. On continue. Donc, exemple également de moyens. Vous avez extincteur, machin, vous avez des parafoudres, vous avez donc les hauts incendies, vous avez les DPI notamment. Les camions aussi sont nécessaires, aussi dans l'intervention. Les boîtes à commasser sont nécessaires. Les arrêts, tout ce qui est bouton poussoir ou alarme sont nécessaires. Et les bâches à eau aussi sont nécessaires. Donc, les bâches à eau, le plus souvent dans les industries, ça permet donc de. En fait, c'est des stocks tampons au cas où même la connexion des réseaux d'eau local est interrompue. Automatiquement, on a une réserve pour pouvoir faire face à l'incendie si jamais ça survient. Donc, ça fait partie également des dispositifs donc, de contrôle. D'accord? Comme il dit, vous allez recenser l'ensemble donc, des moyens qui existent. Donc, vous avez les bouches incendies, vous avez les réseaux d'eau, vous avez les RIA, vous avez les lances fixes, les lances remorquables, vous avez les tuyaux d'incendie, vous avez les, les électropompes, par exemple. Vous avez les extincteurs à eau pulvérisée, tout ce que vous devez pouvoir identifier. D'accord? La réserve d'émulsion, les camions, les lances, les extincteurs, tout. Ensuite, donc vous avez tout ce qui est approche, notamment de feu. Par exemple, si ça existe, vous avez les pénétrations donc, de feu, le dispositif de pénétration de feu. Vous avez les explosifs, par exemple, si vous en disposez, vous devez pouvoir identifier. Et si c'est nécessaire aussi, parce que c'est ça, on les recense dans le but de s'assurer. C'est pour ça qu'il y a une partie validation, si vous vous rappelez. Une partie validation pour s'assurer si oui ou non, si c'est nécessaire. Si oui, et si c'est nécessaire et qu'on n'a pas, alors on va justement demander à l'avoir. D'accord? Et quelles sont les dispositions donc, de secours qui existent par rapport aux blessés? D'accord? Quels sont les moyens de première urgence? Quelles sont les couvertures qui existent? Il y en existe combien et où? Brancard, il y en existe combien et où? Ambulance, il en existe combien et dans quel délai aussi ça peut être disponible? Si c'est immédiat, c'est que c'est immédiat. D'accord. Quels sont les établissements sanitaires? Quels sont les établissements sanitaires publics ou privés? Quels sont les centres anti-pollution ou bien les centres de brûlés? Parce que ça peut arriver. Donc, tout ça, vous devez pouvoir les identifier parce que tout cela peuvent intervenir d'une manière ou d'une autre en fonction du sinistre qui est en face. D'accord? Est-ce que vous avez les moyens de levage? Parce qu'il y a des sinistres qui peuvent arriver à un point où on peut employer même les moyens de levage pour pouvoir gérer la situation. Souvent, il y a des événements qui peuvent être des accidents qui impliquent beaucoup de victimes. En genre, on a besoin de grues pour pouvoir faire déplacer le camion, notamment. Donc, tout ça, ça peut servir. Donc, pour le cas des transferts de produits, parce que c'est important, notamment dans le cas des déversements importants donc de produits chimiques, l'une des mesures, ou du moins quand vous vous assurez déjà dans un premier temps de sécuriser la zone haute et que vous avez arrêté la source éventuellement, mais il faut pouvoir retirer ou pomper dans la mesure possible. Hein, il faut pomper ce que vous avez, enfin, le déversement, donc le produit déversé. Et le plus souvent, il faut identifier les moyens qui existent déjà dans l'entreprise. Et s'il n'y a pas, bon, ben, vous voyez dans quelle mesure, enfin, d'abord, est-ce que c'est nécessaire? Si oui, vous voyez dans quelle mesure on peut l'acquérir. D'accord? Donc, tout ce qui est pompe, éventuellement, s'il y a les pompes mobiles ou pompes fixes, éventuellement, il faut pouvoir les identifier. Est-ce qu'il y a des pompes antidéflagrantes? Est-ce qu'il y a des citernes routières? Est-ce qu'il y a des tracteurs? Ainsi de suite, tout ça. On va pouvoir les identifier.
Même le transport pour enfin, disons, le dispositif pour le personnel, tout ça fait partie justement des moyens que vous devez pouvoir identifier. Parce que une installation qui reçoit beaucoup de public, beaucoup de population, le plus souvent, l'évacuation peut consister justement à les mettre dans les véhicules, dans le bus que vous avez pour aller, par exemple, à l'hôpital, quelque chose comme ça. Et si vous n'avez pas de dispositif relativement à ça, ça peut être compliqué. Donc, il faut pouvoir le prévoir très rapidement et si certains de ces dispositifs doivent rentrer dans le cadre de la réalisation du PO et du POI, alors les instructions appropriées doivent être données à cet effet pour qu'on maintienne, par exemple, le positionnement, par exemple, à la base, quelque chose comme ça pour que, voilà, les dispositions de transmission ou ou de téléphone ou radio, ou de pouvoir aussi les définir clairement et les délais dans lesquels ça peut être disponible. D'accord? Donc, ici, il y a divers équipements également ou matériels, vous devez pouvoir les identifier. À l'instar de tout ce qui est éclairage, tous les dispositifs de découpe, de ventilation ou même des stations météo si jamais ça existe. Donc, les dispositifs donc, de découpe, le plus souvent, c'est très important. Comme par exemple le chalumeau et tout ça, ça peut servir. Souvent, les gens sont coincés dans des coins assez bizarres, sous des tôles métalliques ou de travaux ou de ceci. En général, il faut avoir donc, des dispositifs qui nous permettent de faciliter l'accès. Et comment vous vous ravitaillez? C'est très important. Très, très important de savoir comment vous vous ravitaillez. Parce que vous pouvez être à bout de carburant. Carburant, ça se trouve à quel niveau, tout. Donc, il faut qu'on sache. Donc, vous devez identifier toutes les stations, notamment qui sont où vous pouvez facilement vous approvisionner. Et en tout, hein, que ce soit en termes de nourriture ou en termes de carburant. Donc, si éventuellement il y a potentiellement donc enfin, disons, de déversement de produits chimiques, il faut déjà identifier alors les dispositions anti-pollution qui existent. Ça peut être le transport du produit, le transport du matériel, l'évacuation, le stockage, les traitements et aussi les nettoyages. Quelles sont les dispositions, enfin, quels sont les matériels dont vous disposez pour pouvoir le faire? Tout le matériel n'est pas forcément les vôtres, hein. Ce n'est pas obligé que ce soit forcément les vôtres. Il y a des matériels qui peuvent appartenir à d'autres personnes. Dans la mesure où ça existe dans un environnement immédiat, vous pouvez notamment essayer, donc, même pas essayer, obligatoirement les intégrer dans votre système afin qu'ils puissent, même si c'est en location, on s'en fout, mais qu'ils sachent que dès qu'ils ont besoin de ça, que vous pouvez le mettre à disposition. D'accord? Est-ce qu'il y a des dispositions donc, de lutte contre les produits toxiques ou dégagement donc, de produits toxiques? Vous devez pouvoir les identifier également. D'accord? Et voilà. Donc, après ça, vous avez l'organisation de secours en tant que telle. L'organisation de secours, donc vous avez le directeur de secours, le plus souvent qui est le directeur général. Il peut y avoir des suppléants aussi, on va voir ça. Mais vous avez l'organisation de secours. Donc, tout ce dont on a identifié, ça fait partie donc du contenu très, très résumé du POI. Donc, vous avez le schéma d'alerte, vous avez l'évaluation des dangers. D'accord? Ensuite, vous avez le recensement de l'ensemble donc, des moyens que vous allez soumettre pour validation. Quand une validation, c'est à l'ensemble donc, des équipes, les experts et même les experts qui vous accompagnent dans l'entreprise ou même, comment dire, la direction, vous allez réfléchir pour voir si oui ou non c'est nécessaire ou pas. Évidemment, comme je vous ai dit aussi hier ou avant-hier, et le PEI, le plus souvent, vous vous faites accompagner par un cabinet parce que les considérations sont énormes. Mais par contre, vous pouvez l'animer en tant que spécialiste. Vous pouvez l'animer. L'animer, ça veut dire que vous pouvez former les différents acteurs à leur rôle et responsabilité, et puis veiller aussi à la disponibilité de l'ensemble des,
des moyens existants, il faut s'assurer de la disponibilité. Ça passe par les vérifications pour voir si c'est conforme déjà, si c'est dans son emplacement, ceci, machin. Donc, un peu nos actions quotidiennes, là. D'accord? Mais de veiller à la disponibilité, donc de tout en place, de manière à ce que le jour où il y a un événement, que ça ne soit pas problématique. D'accord? Vous avez les directeurs de secours, donc vous avez des fonctions. Donc, le fonction, donc, le directeur de secours va travailler avec beaucoup d'autres personnes. Quels sont-ils? Il y a le responsable donc, qui assure la fonction d'exploitation, ça peut être de l'usine ou j'en passe, mais de l'installation en question. Il y a le responsable qui assure la fonction d'intervention. C'est qui? On va voir. Il y a le responsable donc, qui assure la fonction de transmission. Il y a le responsable qui assure la fonction donc, de logistique. Il y a le responsable qui assure la fonction donc, de relations extérieures. Et il y a les responsables qui assurent la fonction d'observation. On va voir chacun de ces évidences-là, quel est le rôle et la responsabilité de chacun. Donc, là, on a information. Donc ça, c'est le directeur de secours. Le directeur de secours, donc alerte et information de population. Il va donner le message tel qu'on l'a vu. Donc, et puis il va dire aussi qu'il est en train de déclencher le POI. J'ai fait prendre les actions, les mesures suivantes, il va le dire. D'accord? Donc, il va identifier sa société à son emplacement, l'emplacement, tout ça ici. Ensuite, il y a quel problème, donc c'est incendie, explosion, tout, il va pouvoir le définir. Ensuite, il va dire également qu'il a déclenché le POI et puis aussi, il va aussi identifier les mesures qu'il a déjà prises. D'accord? Et en général, ça sera les mairies, les hôpitaux notamment, la télévision, la presse, et voilà. Ensuite, donc, le message par rapport à l'événement, donc il y a la nature, c'est par exemple à l'usine ou à tel endroit. Donc, il va aussi demander si, euh, comment on appelle ça? Conformez-vous aux consignes données dans la brochure d'information et branchez-vous donc sur la radio, sur comment on appelle ça? Telle fréquence, et les consignes extérieures. Donc, tout ça, ce sont des messages de retour qu'il peut avoir ici. Par exemple, on lui demande donc de faire ceci, de faire ça, de faire ça, de faire ça. Automatiquement, il va avoir une intégration qui va s'établir entre les deux organes, donc la population extérieure et le directeur de secours. Donc, le directeur de secours va être en train de coordonner le plus souvent la communication avec l'extérieur. Donc, si par exemple il y a un communiqué de presse, comment ça doit être structuré? Donc, il y a origine du sinistre, c'est où, quand, comment. Donc, les produits qui sont, euh, qui sont engagés, la nature donc, du risque, ampleur du sinistre, donc impact sur l'environnement et métrique donc, du sinistre, les personnes à prévenir. Par exemple, on doit pouvoir identifier. Donc, ça, c'est dans le communiqué de presse. Donc, service relations extérieures. Donc, tout ce qui est adresse et tout ça, donc on va le mettre. Donc, ça, c'est un exemple type donc, de contenu de communiqué de presse. Directeur de secours, on a dit responsable, donc qui a une fonction d'exploitation, responsable qui a une fonction d'intervention, responsable qui a une fonction de transmission de logistique, relations extérieures et observation. Qui fait quoi? Donc, on doit avoir notamment un organigramme comme ça, très clair dans votre entreprise, où on sait qui est le directeur de secours. Le plus souvent, c'est le directeur général, mais il peut y avoir un suppléant ou plusieurs suppléants, ça dépend, parce qu'il n'est pas toujours là. Ensuite, vous avez aussi le responsable qui a la fonction d'exploitation, peut-être le directeur d'usine, par exemple.
Vous avez, par exemple, le responsable qui est la fonction d'intervention. Donc, ça peut être le HSE ou le plus souvent le HSE, ou bien ils appellent aussi les préventeurs, ou voilà, peu importe. Mais c'est lui qui a la fonction d'intervention, qui va intervenir. Ensuite, vous avez la fonction notamment de transmission. Ça peut être le responsable informatique ou, je ne sais pas moi, ça dépend. Le responsable logistique ou responsable de maintenance qui va s'assurer de la disponibilité donc, de tous les moyens matériels qui sont nécessaires. Également, vous avez responsable qui a la fonction de la relation extérieure, qui peut par exemple être le DAF, des trucs comme ça. Donc, vous avez aussi quelqu'un qui va se charger justement de sur l'aspect organisation, sur l'aspect observation. Mais vous devez pouvoir les définir, hein. Donc, surtout tous ceux qu'on a cités là, c'est pas forcément obligé que ce soit ça. C'est pas, c'est pas Saint Thomas, hein. Non. Là, ça dépend. Ça demande de qui est-ce qui vous identifie. Donc, ça, ce sont des exemples donc, de fonctions qui peuvent, et dont ces pilotes-là peuvent assurer. Mais, potentiellement, le un, enfin, disons, la fonction d'exploitation, c'est que c'est le directeur d'usine ou directeur de projet, ou ça dépend. La fonction d'intervention, c'est le responsable HSE. La fonction de transmission, bon, tout ce qui est transmission, communication, tout, bon, ça peut être responsable informatique ou toute autre personne. Et la fonction de logistique, là, on sait, souvent c'est le responsable matériel ou responsable donc, de logistique, ou comme vous appelez. Et puis aussi, tout, après, relations extérieures, ça peut être le DAF ou toute autre personne aussi, ça marche. Voilà. Observation aussi, on peut identifier une autre personne qui va observer parce que sa fonction est, ses rôles sont après. D'accord? Donc, qui fait quoi? Donc, le directeur général, qui est en réalité le directeur de secours, va assurer la liaison avec la préfecture ou la mairie et j'en passe. Il va évaluer le sinistre, il va appeler au renfort, il va déterminer donc la stratégie d'intervention, tandis que le responsable de transmission là, informatique là, va assurer donc la liaison entre le poste de commandement ou les fonctions. D'accord? Donc, PC, c'est poste de commandement. Et veille à ce qu'il y ait toujours la connexion et tout ça, par exemple. Voilà. Vous avez également la fonction d'exploitation, donc il y a le chef d'usine qui, qui va assurer donc les manœuvres appropriées de lutte contre le sinistre, parce qu'il faut qu'il veille aussi. Il y a aussi la mise en sécurité de l'ensemble des installations. Donc, ça peut être tout ce qui est arrêt des systèmes, donc pouvoir les arrêter en temps, et aussi la fourniture de tout ce qui est utilité, donc utilitaire. Donc, vous avez de l'eau, de l'électricité, donc il doit s'assurer donc, que tout est disponible. Donc, ça, c'est le chef de projet, ou du moins le chef d'usine, selon que vous êtes dans une industrie ou vous êtes sur un projet donné. D'accord? Et HSE va, comme on l'a dit, c'est la fonction d'intervention. Donc, c'est celui-là qui va organiser le sauvetage. Quand il va, ça veut dire qu'il coordonne l'équipe, hein, c'est ça. Il coordonne l'équipe parce que toutes les équipes d'intervention et d'évacuation sont généralement sous sa responsabilité. Donc, il va organiser le sauvetage, la lutte contre le sinistre, la protection des incendies, enfin, pardon, la protection de l'ensemble des installations, si possible. Tandis que celui qui va avoir le rôle donc, de logistique, donc lui va armer le poste de commandement, il va accueille et chemine donc, les secours ainsi que les moyens, donc assure la dépendance, l'indépendance, pardon. Il va comptabiliser donc l'état donc des moyens, donc fait un état de lieu donc des moyens, donc fait également la police de l'ensemble de l'établissement. Vous avez également la fonction donc, de relation extérieure, qui lui va diffuser les informations vers l'extérieur éventuellement, parce que n'importe qui ne fait pas la diffusion de l'information vers l'extérieur, et aussi informe donc l'administration éventuellement.
Donc, s'il y a une assurance, déclaration d'une assurance donnée, tout ça, il va pouvoir veiller à ça. Ensuite, vous avez les chefs comptables ou la fonction d'observation, celui qui observe. Donc, il va consigner donc, les différentes phases d'évolution. Ça peut ne pas être lui, hein, le comptable, ça peut être toute personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui va consigner les phases d'évolution pour voir un peu comment chaque phase, au niveau de l'alerte, comment ça s'est passé, au niveau de la réception des services de secours externes, comment ça s'est passé, tout et tout. D'accord? Il va constituer donc les pièces d'archives, préserver donc les pièces et documents importants et participe à l'étude après l'intervention. Donc, c'est une personne qu'on identifie ici. D'accord? Donc, normalement, chez vous, à l'entreprise, vous devez pouvoir avoir la liste de l'ensemble des personnes et leurs fonctions par rapport à la, par rapport à la mise en œuvre donc, du POI. Donc, en gros, ces personnes-là, on les appelle les membres donc, de la cellule de crise. Les directeurs de secours, elles sont des suppléants. Et ensuite, vous avez le d'exploitation avec son suppléant, enfin, la fonction d'exploitation, donc celui-là qui est chargé donc, de l'exploitation de l'usine, par exemple, avec son suppléant, et, la fonction d'intervention avec son suppléant, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous devez pouvoir définir tout, mais avec les suppléants, parce qu'il peut arriver qu'ils ne soient pas présents. Et si le pilote n'est pas présent, il faut que quelqu'un essaie d'assurer. Donc, ici, par exemple, c'est vrai que dans le cas de votre POI, par exemple, vous devez pouvoir aussi identifier, bon, plus ou moins, c'est un outil d'aide. Donc, c'est une fiche réflexe. Donc, c'est un outil d'aide à l'ensemble des acteurs pour qu'ils sachent quels sont notamment leurs rôles et responsabilités. En gros, ce sont des fiches de poste, si vous voulez, ou fiches de fonction. Voilà. Donc ça doit être clair et clair et net. On doit savoir qui fait quoi, quand, comment. Donc, ça, ce sont des fiches de poste. On appelle aussi des fiches réflexes. D'accord? Donc, vous avez aussi fiches réflexes pour l'exploitation. Donc, qui, lui, donc, sous l'autorité des directeurs de secours, va mener un certain nombre d'actions. À l'instar donc du transfert des ordres d'arrêt partiel ou total et d'évacuation, par exemple. Il va assurer donc la continuité dans la fourniture des fluides ou de l'énergie nécessaire donc pour l'intervention. Parce qu'on ne peut pas être en train de travailler, on dit à l'eau, par exemple. Non, on ne peut pas être en train de travailler, enfin, d'intervenir, pardon, on dit à l'eau. D'accord, donc lui, ça sera son rôle aussi de garantir à tout moment, même pendant qu'il n'y a pas de sinistre, il doit s'assurer que la réserve qui est là soit là, que les gens le. D'accord, ça, c'est la fiche de poste. D'accord, vous avez aussi la fiche de poste de sauvage social donc, qui est chargé d'intervenir en cas de. Donc, toujours sous la direction donc, du service de secours, enfin, du directeur de secours. Il assure notamment le sauvetage, les premiers soins et l'évacuation. Il coordonne sur le terrain donc, les actions entre équipes, opérations et exploitation. Adapte la tactique d'intervention selon l'évolution du sinistre et j'en passe. D'accord? Donc, les moyens dont il a besoin, notamment tout ça là, il doit pouvoir les avoir préalablement et tout. Donc, ça doit faire partie justement de son quotidien, de sa fonction. C'est pour ça qu'il appelle plus de fonctions relatives au POI. Donc, transmission, qu'est-ce qu'il doit faire? On doit pouvoir les définir. Donc, ça, c'est un outil d'aide. Donc, ça doit faire partie également de votre POI. Relation extérieure, qu'est-ce qu'il doit faire? Et aussi, observation, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est pour ça que vous disiez que l'observation, c'est pas forcément le. Voilà. Donc, oui, observation. Ça peut être l'idée ici, c'est quelqu'un qui consigne les phases d'évolution du sinistre, qui constitue les pièces d'archives audiovisuelles, par exemple, donc, enregistrement vidéo ou image, des trucs comme ça, audio donc, de communication, donc prise de photos, donc, préserve donc, les pièces ou les documents importants, donc tout ce qui est diagramme donc, d'image, matériel, à expertiser notamment. D'accord? Parce qu'il faut dire qu'après, comme je vous l'ai dit, il y a un après. Après la mise en œuvre d'un PO, il y a un après. L'après, c'est de faire l'état de l'ensemble des installations. Ça va faire venir notamment les assureurs, donc l'assurance, pour voir aussi
évaluer notamment, d'accord? Mais tout ceci est possible que lorsque on a consigné l'ensemble des informations, notamment sur comment on appelle ça? Sur le matériel à expertiser, par exemple. Quand ils vont venir expertiser, tac, 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 pour faire un état de lieu, donc l'évaluation, donc, évaluer le sinistre, entre guillemets, d'accord? Donc, vous avez également comme moyen dont il peut disposer de tout ce qui est canaux, stylo, appareil photo, par exemple, jumelles si c'est nécessaire, donc magnétophone aussi si c'est nécessaire, caméra, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, il a un rôle essentiel aussi. Donc, dans le cadre justement de la mise en œuvre d'un POI, vous avez ce qu'on appelle le poste de commandement, donc le PC. En fait, le poste de commandement doit être clairement identifié et connu de tous. Donc, vous avez l'emplacement exact doit être là, doit être identifié. Vous avez articulation, les différentes articulations, comment est-ce que ça fonctionne entre guillemets, vous devez pouvoir l'identifier. Ensuite, les moyens de transmission qui sont affectés à chaque membre donc, de la cellule. Et aussi, quels sont notamment les moyens, les moyens dont le poste de commandement dispose pour pouvoir réagir. Donc, vous avez le tableau de papier, le marqueur, le paperboard, et tout comme ça. Parce qu'à chaque fois, il faut pouvoir travailler à tel endroit. Plus on a fait le zonage, par exemple, à tel endroit, quel est l'état de lieu, à tel endroit, quel est l'état de lieu. Donc, ça, c'est dans un bureau, on appelle ça le poste de commandement. Donc, vous allez pouvoir, bon, ça peut être dans un bureau ou dans un environnement, en tout cas, ça vous. Mais il faut en tout cas avoir un poste de commandement avec l'ensemble des acteurs qui vont faire le point. Qui a fait quoi, ou comment, quel est l'état, quel est ceci, quel est cela. Parce que chaque information venant de chaque acteur va nécessiter justement donc de faire une mise à jour des informations qu'on va peut-être véhiculer ou des dispositions notamment à prendre. D'accord? Donc, ça, c'est un guide pour pour le directeur de secours. Donc, il doit lui-même, pour une meilleure préparation, doit pouvoir déjà, en fonction donc, de cette partie, donc du type de sinistre potentiel, donc des risques, et évolution antérieure, l'évolution probable, tac, tac, tout ça, il doit pouvoir faire un exercice de ça. Il doit pouvoir faire un exercice, et ça, c'est de façon régulière, potentiellement. Et, et ensuite, en fonction donc, de la situation actuelle, donc de l'état des lieux, lui aussi, il va pouvoir prévoir. Donc ça, c'est un guide pour lui, pour le directeur de secours. Donc c'est un outil également d'aide que vous devez identifier et que lui, à chaque fois, donc le plus souvent, ça, les gens, ils impriment ça même en des petits carnets pour qu'ils puissent faire l'état des lieux. Ça peut être de façon mensuelle ou quelque chose comme ça. Donc ça permet donc de voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a amélioré, tout ça. Ensuite, donc, le poste de commandant, c'est tellement quelque chose d'assez délicat. Il est essentiel donc d'identifier sa localisation, notamment. Et la localisation doit être assez pertinente. Donc, prévoir un ou plusieurs dans la mesure du possible en fonction donc, de l'étendue de votre site. D'accord? Et qu'on doit pouvoir localiser très facilement en fonction. Donc, il faut avoir une bonne accessibilité. Donc, en fonction donc, de leur équipement, des scénarios retenus et aussi de la, de la, de la direction de vent et tout. Donc, ça doit être un endroit, parce que si, par exemple, vous mettez le poste de commandement à un endroit où il y a eu incendie ou une explosion, ça devient une balaye, le poste de commandement, il n'y a plus de tête. Donc, l'emplacement du poste de commandement doit être assez crucial. Et vous devez tenir compte de l'accessibilité, de l'accès même des équipements, ou du moins de l'ensemble des équipements qui sont autour, ici, pour ne pas que ces équipements-là soient à risque pour pouvoir justement faire balayer votre poste de commandement. Donc, quels sont les moyens dont vous disposez pour pouvoir animer là-bas? Il y a aussi le document même, donc le rapport du POI, donc les moyens de liaison,
Donc, les lampes, les torches et tout ça, parce qu'on ne sait pas, le courant peut se couper, tout ça. Donc, il va avoir des lampes, tout ça pour pouvoir réagir toujours. Donc, vous devez avoir aussi des gilets, des brassards, tout pour pouvoir très facilement en plus vous identifier. Et voilà, d'autres matériels, tout ça. Donc, en tout cas, le poste de commandement, c'est un endroit où il est essentiel donc de ne pas être en manque de quelque chose pour bien faire son travail. Voilà. Ce qu'il faut noter, c'est qu'un POI, par exemple, sans exercice pratique, ça ne vaut rien. Donc, il faut un POI avec un exercice pratique pour s'assurer d'avoir un POI qui soit opérationnel. Sinon, ça n'a pas de sens. Vous pouvez bel et bien planifier l'action, tout, mais tant qu'il n'y a pas d'exercice, ben, c'est zéro. Donc, voilà un peu, Dans un paysage voilà un apocalyptique, peu en quoi ça les consiste. habitants tentent avec des moyens dérisoires d'éteindre Donc, le feu. En vain, leurs maisons sont finalement détruites par les flammes. voilà. Au Portugal, une quinzaine d'incendies. Donc, ça, ce sont des exemples notamment de. Voilà, on va voir ça ensemble. Ça, c'est un exercice. Hein. Ça, c'est un exercice. On le fait et ça, c'est. Et ça doit être assez récurrent. Ça permet donc de familiariser l'ensemble des acteurs au POI, notamment, à ce qu'ils doivent faire, ainsi de suite, ainsi de suite. Et, et vous devez être en mesure justement de collager correctement en tant que spécialiste HSE, puisque vous assumez normalement la fonction d'intervention, parce que c'est vous coordonnez notamment l'ensemble donc, des équipes d'intervention et d'évacuation. Et tout ça, il est essentiel pour vous donc, de maîtriser un certain nombre de choses. OK. Aux États-Unis et plus précisément en Californie, les conditions météo compliquent la lutte contre les incendies de forêt à proximité du parc national de Yosemite. OK, très bien. Donc, voilà, plus ou moins. Donc, on va pas terminer. Là, il est 13h20. Donc, je vous remercie de votre participation. Si vous avez des questions, je vais le prendre. OK, super. Très bien. Donc, ça, c'est un peu, oui, plus ou moins, le résumé d'un peu, oui, qu'on vient de voir. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions, pas de questions, pas de questions, pas de questions. Sachez que vous avez un rôle aussi important à jouer dans le cadre d'un POI, éventuellement. Oui, monsieur Cissé, allez-y. Allez-y, monsieur Cissé. Quelqu'un qui a soulevé la main. Monsieur Cissé, allez-y. Allô? Oui, allez-y. Euh, Ma question se situe au niveau des zones d'accueil, là. Oui, les zones Allô? d'accueil. Les Oui, zones d'accueil. oui. Euh, Là, on avait parlé de zones d'accueil, un, et d'espace de réception, quelque chose comme ça. Espace de Oh, réception, c'est ça, non? oui, oui. Est-ce qu'il y a Très une bien. différence? Euh, non, c'est plus ou moins pareil. Seulement, ça dépend de comment est-ce que vous l'appelez. En fait, les points d'accueil ou de réception, si vous voulez,
c'est un endroit où peut-être on va mettre quelqu'un ou plusieurs personnes pour pouvoir attendre l'arrivée des secours. Et quand les secours vont arriver, cette personne-là va pouvoir notamment l'orienter vers le sinistre par les voies qui doit passer et tout. Donc, ça peut être, ces zones-là peut être par exemple devant, si par exemple vous avez un site qui est juste devant, ou à proximité de la voie, ça peut être devant le site. Donc, le gars, donc, il aura un habit assez, voilà, il va s'habiller notamment en conséquence pour pouvoir effectivement faire le signe afin que dès que les secours arrivent, c'est pour éviter que les secours ne perdent pas du temps. Donc, donc, on peut parler aussi de réception ou d'accueil. C'est pareil. Merci beaucoup. Très bien. D'autres questions? Non, ça va. OK, super. Bonsoir, Oui, monsieur. monsieur Sanogo. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça va, merci. Merci pour tout ce que vous faites. Et j'aimerais poser la question suivante. Allez-y. J'ai remarqué les schémas autour des zones, différentes zones que vous avez délimitées. Oui. J'aimerais savoir les schémas où les plans sont donnés. C'est le service HSE qui s'occupe de ça ou bien c'est le chef projet qui leur donne ça? Les zonages là? Oui. Le Ils zonage, font un c'est schéma que ça? vous avez fait là. Ouais. Non, le zonage, ça dépend. Le zonage, déjà, vous pouvez faire le zonage en fonction des regroupements des installations, mais ça peut être, d'abord, c'est une proposition du cabinet qui va vous accompagner dans la réalisation donc, du POI. Donc, le cabinet va en fonction donc, du plan qu'il a reçu, donc il va essayer de scinder. En général, on le scinde en fonction de la disposition des installations. Mais l'idée ici, c'est de prendre en compte l'ensemble des installations qui sont sujets qui sont potentiellement sources de danger. Donc, les bureaux sont des sources de danger, les ateliers mécaniques sont des sources de danger, toute autre installation industrielle donc, sont des sources de danger, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, le zonage, l'idée, c'est de prendre en compte toutes les installations sources de danger. Donc, est-ce que le directeur de secours, le directeur participe à l'identification, ou du moins à, oh là là, bon, à l'identification des zones possibles? Ça peut se faire, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, le cabinet va proposer, non, on a ça, on peut regrouper telle zone ici, telle zone ici. Et le plus souvent aussi, dans des entreprises, vous avez naturellement le zonage qui est fait. Ça veut dire que vous avez les installations, par exemple, l'atelier mécanique est un peu distinct de l'atelier de laboratoire. Le laboratoire et ceci, les bureaux sont à tel niveau, tac, tac. Donc, on peut facilement aussi faire une distinction simplement en fonction déjà de plus ou moins la distinction qui existe. C'est comme il y a des sites, par exemple, vous allez trouver qu'il y a les dépôts d'hydrocarbures à tel niveau. Vous avez les bureaux tel niveau, vous avez la télémécanique à tel niveau, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand c'est comme ça, en fonction donc, du site, vous pouvez facilement regrouper telle zone ensemble, et puis aussi souvent, on peut aussi les regrouper en fonction de la similitude des dangers qui existent. D'accord? De la similitude des dangers qui existent, ou bien simplement en fonction de leur proximité. Si jamais telle installation est beaucoup plus proche de l'autre, ça permet, on peut aussi se baser sur ça pour pouvoir les regrouper aussi. Mais l'objectif étant de prendre en compte l'ensemble des zones qui sont susceptibles d'être source de danger. C'est ça l'idée. Donc, le HSE peut participer, le directeur d'équipe peut participer, surtout le HSE. En général, quand, par exemple, il y a une étude, enfin, quand il y a une étude de danger qui est en train d'être réalisée, le HSE est l'interlocuteur privilégié donc, du cabinet
C'est bon? Ok, monsieur, c'est bon, c'est bon. D'accord, très bien. Donc, et dorénavant, dans le cadre, par exemple, d'un entretien, vous pouvez dire fièrement que vous savez plus ou moins en quoi ça consiste le POI. Et voilà. Je me rappelle que moi, ça a été quand même pour moi, la formation sur POI, j'ai fait ça depuis 2015, un truc comme ça. Et ça a été bénéfique parce que là, quand je mets dans mon CV, il sait de quoi, il connaît le POI. Est-ce que vous voyez? Donc, pour dire que, parce que le POI, c'est quelque chose d'assez intéressant que vous devez comprendre quand même l'organisation. Allô, le Et puis poste. aussi, comprendre aussi Allô? votre rôle, éventuellement. Si jamais vous êtes en charge de la question santé sécurité. Oui. Ouais, le boss, le POI là, qu'est-ce que ça signifie? Tia. Bah, je vous ai pris en cours, hein. Moi, il n'était pas là, je vous ai pris en cours. Ah ouais, fort. Non, le POI, comme on l'a dit tantôt, c'est le plan d'opération interne. En Ah, gros, c'est un plan de... plan d'urgence. C'est un plan Oui, oui. d'urgence qui a pour objectif justement d'organiser l'ensemble des mesures à mettre en place si éventuellement il y a une urgence. Donc, s'il y a un sinistre qui survient. Donc, le POI, en fait, ça permet donc de préparer les esprits et tout, qui doit faire quoi, quand, à quel moment, tout en identifiant également les moyens qui sont disponibles et aussi les moyens complémentaires. Donc, il y a une phase de mise en œuvre donc, du POI qui est assez essentielle. Ça permet notamment de s'assurer si oui ou non on a la main et que si le vrai événement, quand ça va arriver, euh, éventuellement si on va pouvoir être à la hauteur. Donc, c'est pour ça que la mise en œuvre, ou du moins l'exercice d'entraînement qu'on fait, vient pour compléter en fait le POI. Voilà. Donc, c'est un peu ça le POI. Ok. C'est un plan d'urgence, mais qui est appliqué aux installations classées, qui est appliqué notamment aux installations classées soumises à autorisation. Ok. Donc, pour chaque danger, il y a son plan d'urgence à part, il y a plan d'urgence de chaque. Ou bien, moi, je voulais savoir quelque chose. Euh, pour chaque sinistre, là, il y a son plan d'urgence. Ouais, normalement. Ça, c'est ce qu'on a vu hier. Par exemple, le Oui, plus oui. souvent, en général, dans le POI, on va classer les sinistres en termes de tout ce qui est dégagement toxique, éventuellement, s'il y en a, ou de produits chimiques, en fonction de l'incendie ou de l'explosion, en fonction donc, de d'autres types donc, d'accidents de grande envergure qui peuvent survenir. Mais tout ceci va se définir à travers, tout ceci va se définir à travers, comment on appelle ça? À travers l'étude de danger que vous allez faire. Parce que l'étude de danger va vous permettre justement de retenir donc, les urgences qui sont, qui sont, qui vous menacent. Ok. D'accord? Les urgences potentielles donc, qui vous menacent. Et c'est en fonction de ça, vous allez mettre en place des schémas d'alerte pour chaque type d'urgence que vous avez identifié. Ok. Donc, Pour chaque type d'urgence. il y a une différence entre plan d'urgence et puis POI, là, il y a une différence. Le POI est un plan d'urgence. Ah, ok. Maintenant, hier, on a vu le plan d'urgence interne Hmm. qui était applicable notamment aux installations, notamment de BTP, donc des installations en général qui sont soumises à déclaration et autres. Mais il peut arriver même que l'installation soit soumise à déclaration, mais qu'on ait un plan d'urgence interne qui prend en compte donc, les petits sinistres. Ouais, c'est Donc, ça bon. dépend, donc, des niveaux. Donc, il y a plan d'urgence, en fait, c'est l'âge.
On peut avoir plusieurs types de plans d'urgence. On peut avoir plan d'urgence maritime. On peut avoir plan d'urgence, notamment le PPI, donc le plan En fonction. particulier d'intervention. On peut avoir le POI qui est un plan d'urgence. On peut avoir le PUI, donc le plan d'urgence interne qui est un truc. On peut avoir le plan de secours externe, par exemple. On peut avoir tel. Donc le plan d'urgence, c'est un ensemble. Et selon le cas, on va spécifier. Donc, en général, le POI vont être applicables à l'ensemble donc, des installations qu'on appelle ça, des installations classées qui sont soumises à l'autorisation. Ok, merci beaucoup, le boss. Maintenant, il y a la différence entre POI, entre plan d'urgence et POI. Donc, ce qu'on vient de citer là, c'est POI, enfin, c'est un plan d'urgence aussi. Est-ce qu'on peut avoir le support de cours? Oui, on peut avoir le support de cours. Très bien. Je vous remercie, les gars. Sur ce, Merci. s'il n'y a pas d'autres questions, je vous dis à très bientôt. On a besoin du coup là. Après, il est venu payer pour prendre mon certificat là. OK. Il n'y a Il pas est de venu là. souci. Dans Il est tous les venu prendre cas, le plus important, c'est déjà de comprendre. Après, effectivement, si vous avez besoin justement de prouver que vous comprenez, que vous comprenez de quoi les questions, bon, ben, vous vous mettez à disposition sur des certificats si besoin. Il y a deux certificats à vous. Un ça là plus sur l'autre là. Il doit venir prendre les deux. D'accord, ça marche. Merci. À bientôt. Ok. Bonne journée à vous. Merci. À Ok. plus. Le certificat, ça coûte 15 000 francs seulement. Ok, il n'y a pas de souci. C'est 15K. Ok. D'accord. OK, merci à vous. Très bientôt. D'accord.